Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce dimanche pour un nouveau numéro des Incorrectibles, toujours en direct sur Sud Radio. Je le rappelle, chaque semaine nous sommes aussi en live vidéo sur Facebook et dès la fin de l'émission, vous pourrez nous revoir en replay depuis la chaîne YouTube de Sud Radio. Merci encore à tous, vous êtes chaque semaine plus nombreux. Nous sommes ensemble pour une heure avec un invité qui est plus que jamais au cœur de l'actualité. Après ses récents propos tenus justement sur Sud Radio, c'était il y a 10 jours, ils ont créé une intense polémique et de très vives réactions au sein de la communauté médicale notamment. Il a accepté de revenir aujourd'hui pour s'en expliquer et répondre à ses détracteurs, mais aussi pour réagir aux dernières mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus France. Vous l'avez compris, nous allons encore parler de cette crise sanitaire. C'est parti pour les Incorrectibles. Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo. Alors, notre invité en ce dimanche est, vous l'avez deviné, un médecin de renom, professeur. Il est chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine. Il nous fait le plaisir de revenir dans les Incorrectibles après son passage en juin dernier. C'était à l'occasion de la sortie de son livre « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ? Covid-19, l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance », paru aux éditions Albin Michel, un ouvrage qui avait déjà provoqué une vive indignation de plusieurs de ses confrères. Et là, on a franchi un cap selon ses opposants à la suite de ses prises de position sur cette antenne même. C'était dans l'émission du 15 octobre dernier de mon confrère et ami André Berkoff. Nous allons donc revenir avec lui sur les propos qui ont été tenus lors de cette émission, la très vive polémique qui s'en est suivie. Et puis bien sûr, on lui demandera son avis sur les dernières mesures prises par le gouvernement pour lutter contre cette crise sanitaire et faire le point sur une situation qui semble plus grave que jamais à entendre nos dirigeants. Professeur Christian Perronne, bonjour. Bonjour. Alors on va tout de suite, si vous le voulez bien, rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, les conséquences de ces propos sur lesquels on va revenir d'ailleurs dans un instant. Vous avez été démis en début de semaine de vos fonctions au sein de la Fédération sur la maladie de Lyme. Vous y occupiez les fonctions de vice-président et de président du conseil scientifique. Cette fédération a publié, je le disais donc en début de semaine, un communiqué informant qu'elle tenait, je cite, à se démarquer de vos déclarations publiques tenues en début de mois sur cette antenne, ainsi que de vos engagements exprimés au profit de l'association Bon Sens, dont les valeurs serait étrangère à son éthique. Alors une première question, elle est toute simple. C'est grâce à vous que cette fondation a vu le jour. C'était en 2015. Aujourd'hui, on vous en évince. Votre réaction, Christian Perronne? Bon, moi, je suis très serein. C'est un petit groupuscule au sein du conseil d'administration qui a pris cette décision qui est totalement illégale parce qu'ils n'ont pas fait ça dans les règles. Enfin, moi, je m'en fiche à la limite. Pour moi, le combat pour soutenir les malades de la maladie de Lyme, ça me tient à cœur depuis... Ça fait 20 ans que je me bats et je continuerai, je rassure tous les malades de Lyme, je continuerai ce combat. Je ne comprends pas... C'est-à-dire que vous allez attaquer cette décision ? Non, parce que je pourrais attaquer en justice, parce que j'aurais forcément raison, parce que ça a été fait dans des conditions illégales. Je ne vais pas le faire. Je peux vous dire que tous les malades de Lyme, des milliers en France, ont été offusqués. Tous les médecins Lyme ont été offusqués. Ils vont quitter la fédération qui n'a plus aucune justification aujourd'hui pour revendiquer, défendre les malades de Lyme. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Est-ce que certaines personnes... C'est un tout petit groupe, hein, c'est moins de 5 personnes qui... Est-ce qu'ils ont été sous influence de parce qu'en ce moment, il faut bien voir qu'avec mes prises de position sur la Covid-19, je suis attaqué, on veut m'abattre. On veut vous abattre. Bien sûr. Qui je ne sais pas, il faut leur demander. Mais il est évident que, comme mon combat sur la maladie de Lyme est au devant de la scène, on s'est dit, tiens, si on peut faire tomber Perronne sur le Lyme, c'est pas plus mal. Franchement, je trouve ça vraiment honteux. Personne n'est dupe. Je peux vous dire que tous les malades de Lyme disent qu'il faut quitter la fédération, et la totalité des médecins Lyme, à part un seul, vont quitter la fédération, et nous allons créer ensemble une nouvelle structure. Et je rassure tous les malades de Lyme en France, qui sont... faut voir qu'il y a des dizaines de milliers de malades en ce moment qui sont en train de crever à petit feu par la non-reconnaissance de la maladie de Lyme. Ils sont paralysés, ils sont dans des états ils peuvent plus travailler, ils sont dans des états déplorables, on les envoie en psychiatrie. La maladie de Lyme, c'est une chose honteuse. Peut-être qu'on en parlera dans une autre émission. Donc je rassure tous les médecins, tous les malades qui s'occupent du Lyme, je suis avec vous, je continuerai. Et cette décision de la fédération est totalement honteuse. Et la fédération est morte, elle n'a plus aucune légitimité. Ce qu'ont rappelé tous les malades et tous les médecins qui s'occupent du Lyme
ont décidé de quitter la fédération. Donc moi, je suis très serein et on va avancer. Voilà donc pour cette mise au point. Alors si vous le voulez bien, professeur Perronne, alors je rassure les auditeurs, nous sommes ici pour une interview, ça n'est pas du tout un tribunal, c'est juste qu'il y a eu de très très vives réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Donc pour tout le monde, on va, si vous le voulez bien, essayer d'éclaircir ces propos qui ont suscité tant de polémiques, puisqu'ils auraient été, selon vous, déformés ou mal interprétés. Alors si vous le voulez bien, on va les reprendre dans le détail, et à cette occasion, eh bien, je vous propose de les mettre en perspective avec les éléments d'un très long article de l'AFP qui est paru jeudi, écrit par Julie Charpentras, les journalistes fact-checking à l'AFP. Alors pour que nos éditeurs comprennent bien, l'AFP c'est l'agence France Presse, c'est une institution qui fait autorité dans les rédactions et dans la plupart des médias français. C'est dire que peu s'aventurent à remettre en cause sa crédibilité. Alors cette journaliste chasse ce qu'on appelle les fake news, et le moins que l'on puisse dire, c'est que son papier n'est pas tendre du tout, mais alors vraiment pas avec vous. Première question, vous l'avez lu ? Oui, bien sûr, j'ai vu ces commentaires, mais bon, je resterai serein parce que tout ça ne repose pas sur des choses très solides. Alors, on va y venir dans le détail, si vous le voulez bien. On va commencer donc par cette première affirmation selon laquelle donc il y aurait un taux, selon vous, énorme de, je cite, faux positifs. Et la réponse de cette journaliste après son enquête, ce serait donc faux, puisque donc on rappelle que vous aviez dit donc le 15 octobre donc chez André Berkoff, il faut savoir qu'on a un taux de faux positif, c'est-à-dire qu'on dit que vous êtes positif alors que vous n'avez pas du tout le virus et que vous n'avez aucun symptôme. Ces tests ne veulent rien dire, ce n'est pas parce que le test est positif que vous avez le virus, vous n'êtes pas contaminant. Quand on vous dit vous êtes positif, vous n'êtes pas du tout malade, vous n'avez pas le virus, c'est ce que l'on appelle des faux positifs. C'est le cas de la majorité des gens. Alors le premier point qu'a soulevé donc cette journaliste, c'est que les personnes avec symptômes, donc malades, seraient majoritaires parmi les cas positifs. Deuxième point, elle donc revient sur le fait que vous employez le terme de faux positif de manière trompeuse, et puis que vous utilisez donc ce terme faux positif dans un autre sens pour désigner les situations où un test PCR est déclaré positif alors que la quantité de virus de l'échantillon est très faible. Quelle est votre réaction là-dessus ? Moi, je ne comprends pas. Cette journaliste, peut-être qu'elle n'est pas très scientifique, elle ne s'est pas informée. Mais c'est ce que je dis, notoriété publique a été confirmée par des scientifiques dans différents pays du monde. Vous savez, la PCR est un test d'amplification des fragments de ce qu'on appelle l'ARN, qui est un fragment de génome du virus. Normalement, tous les scientifiques, les virologues sérieux disent, c'est un peu technique, mais il y a des cycles d'amplification. Si on va au-delà de 25 cycles, jusqu'à 25 cycles, le test est très fiable. C'est-à-dire que si on a un test positif, c'est qu'il y a du virus dans le prélèvement. En France, on est à 45 cycles, et dans d'autres pays d'ailleurs. C'est totalement... on va quand même essayer de rester relativement compréhensible pour les auditeurs. Voilà. Ça ne devienne pas trop technique, mais bon. C'est pas technique. 25 cycles, ça marche. 45 cycles, on amplifie quasiment l'eau du robinet. Donc ça veut dire qu'on est en train de créer, soi-disant, une seconde vague artificielle sur des tests qui ne sont pas fiables et qui, si vous êtes en parfaite santé, disent que vous êtes positif. C'est pas moi qui le dis. Regardez, récemment, il y a des médecins en France, dans d'autres pays, qui sont amusés à envoyer des écouvillons, vous savez, la petite brosse qu'on vous met dans le nez théoriquement pour chercher le virus. Ils l'ont mis dans le nez de personne, ils l'ont juste sorti du sachet sans aucun contact avec un malade. Ils l'ont envoyé au laboratoire et les tests sont revenus positifs dans beaucoup de cas. Ça montre que ce test n'a aucune valeur et il est juste conçu pour faire peur, pour dire qu'il y a une deuxième vague énorme. Et la meilleure démonstration, par exemple, c'est en Suède aujourd'hui, où les tests disent tiens, il y a une deuxième vague en Suède. Et regardez en Suède tous les chiffres depuis un bout de temps. Il y a zéro. Une fois, il y a eu 2 morts. Taux de décès. De décès. On va y revenir un peu plus tard. Non, mais c'est important parce que il y a entre 0 et 1 mort de décès en Suède, alors que si on regarde que les tests dans le nez, il y a une deuxième vague en Suède. N'importe quel lycéen qui a fait un petit peu de maths, quand il regarde des courbes, il voit les courbes officielles. On va y revenir justement sur ces courbes. Si vous avez ces courbes, on les verra tout à l'heure. Ouais, il y a des courbes immenses où on vous dit il y a une deuxième vague gigantesque et il y a très peu de morts dans la plupart des pays. Ça veut dire que
ces tests PCR ne tiennent pas la route. Alors, dans cet article, donc, je cite encore des propos qu'elle aurait recueillis auprès du docteur Carbonite de la Haute Autorité de Santé. On ne connaîtrait pas aujourd'hui la valeur seuil qui pourrait dire vous êtes encore contagieux ou pas. Est-ce que vous confirmez cela? Mais un test PCR doit être bien calibré. Pour l'instant, ils ne sont pas calibrés, donc on nous invente plein de faux positifs. Et si les tests étaient bien calibrés en France à moins de 25 cycles, on pourrait discuter sérieusement pour voir leur réalité. Là, on est en train d'inventer une deuxième vague artificielle. Je nie pas que... Ah oui, vous la qualifiez d'artificielle, vous? Bien sûr, parce que... Vous savez que vous allez encore faire réagir énormément de gens. Bien sûr, mais comparer les courbes de tests, c'est une épidémie. Je les ai devant moi, là, en effet. C'est une épidémie de tests faussement positifs. Comment on peut pas... Attendez, c'est une épidémie de tests faussement positifs. Il y a des vrais... je nie pas en ce moment, il y a eu une augmentation récente des cas vrais de maladies. Il y a eu plus d'hospitalisations. Les services de réanimation étaient en tension dans certaines régions. C'est vrai, je le reconnais. 45 422 nouveaux tests positifs hier à 14h, dans les dernières 24 heures, entre vendredi et samedi. C'est Santé publique France. Oui, mais c'est du bidon. Regardez les nombres de morts. Malheureusement, je suis désolé de dire ça, parce que moi j'ai beaucoup de respect pour les morts et pour leurs familles, et je suis désolé. Mais actuellement, l'épidémie, il y a eu une grosse vague en mars-avril. Actuellement, et c'est vrai qu'il y a eu un rebond. On est arrivé dans une situation un petit peu de virus épidémique respiratoire saisonnier qu'on voit tous les ans. Mais honnêtement, aujourd'hui, c'est pas du tout la vraie deuxième vague qu'on nous a annoncée. Peut-être qu'elle arrivera si le virus se met à muter. Peut-être qu'on aura une deuxième vague. Vous savez, on m'a dit Perron, il est pas négationniste maintenant. Complotiste. Il y a un terme il y a complotiste. Puis complotiste, c'est un peu ringard. Maintenant, je suis rassuriste, mais ça me fait rire. Mais ça vous touche ou pas quand même ces critiques, parce que... Non, ça me touche pas du tout, parce que je sais que je dis la vérité. Mais vous êtes quand même assez seul? Non, je suis pas seul. Je suis soutenu par des millions de Français qui me... Je reçois des mais dans la communauté médicale, qui entend-on dire que les j'aimerais que dans la communauté médicale, les gens qui se prononcent donnent leur conflit d'intérêt. Ça, c'est un sujet capital. Et quand on regarde aujourd'hui... Donc vous considérez que tous ces médecins que l'on voit un peu partout sur les plateaux de télévision et de radio sont donc en conflit d'intérêts? Normalement, dans la loi, toute personne qui se prononce dans les médias doit annoncer au début ses conflits d'intérêts, c'est dans la loi. Personne ne le fait. Les médias ne le demandent pas. Les autorités ne le demandent pas. Le conseil scientifique a été renouvelé récemment. Personne ne leur demande de quoi que ce soit, alors qu'on sait plusieurs d'entre eux ont des conflits d'intérêts majeurs. Je suis désolé, je regarde les chiffres, je suis pas dans le déni, il y a une augmentation récente du nombre de cas. Donc vous maintenez ces propos? Non, mais les hôpitaux sont en tension dans certains endroits, surtout en Île-de-France et encore un petit peu dans les Hauts-de-France, mais ce n'est pas du tout la situation qu'on a connue en mars-avril. Voilà donc pour cette mise au point. Donc vous contestez à nouveau cet article qui donc contestait lui-même ce que vous disiez concernant ces tests au coronavirus. D'ailleurs, que beaucoup de médias confondent à tort avec, j'en parlais avec le professeur Toussaint, on est testé à un virus, en l'occurrence le nom scientifique c'est le SARS-CoV-2, et on voit dans tous les médias qu'on nous dit qu'on est testé à la Covid-19, qui est le nom de la maladie, ce qui n'a évidemment rien à voir. Si j'osais une comparaison, est-ce que c'est un petit peu comme le virus, alors vous me dites bien, si le virus HIV, on est testé positif ou pas au virus HIV, et la maladie qui est provoquée par ce virus, c'est le sida, est-ce que c'est... Pour moi, ça... Non, mais je veux dire, en sémantique, c'est important parce qu'on entend tous les jours, il y a 45 000 nouveaux cas. Et on ne précise pas de quoi. Donc, c'est des cas de positivité au virus, qui ne veut pas nécessairement dire qu'on est malade. Ah oui, là je suis d'accord avec ce que vous dites. Donc, si vraiment on trouve le virus, c'est normal que ça corresponde à la maladie. Le problème, c'est que le test qui soi-disant doit détecter le virus n'est pas bon parce qu'il est trop sensible. Et quand vous regardez les courbes, c'est pas possible. On voit dans tous les pays, on voit une deuxième vague gigantesque, et on voit les morts qui n'augmentent pas.
et même qui diminue dans certains pays. Donc on voit qu'il y a un décalage. Et n'importe quel scientifique, il n'y a pas besoin d'être scientifique pour le voir, voit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. D'accord. Alors, deuxième propos qui avait évidemment extrêmement choqué, il est archi-prouvé, vous le disiez, que l'hydroxychloroquine marche. Là encore, c'est le journaliste dans ce long article de l'AFP dit que c'est faux, comme expliqué par de nombreux chercheurs dans plusieurs articles de l'AFP. L'hydroxychloroquine est considérée par l'écrasante majorité de la communauté scientifique comme inefficace contre le Covid-19, sur la charge virale comme sur la mortalité, comme l'ont relevé en particulier plusieurs essais cliniques de grande ampleur. Et il est vrai que de l'autre côté, vous n'apportez pas d'études. C'est faux. Regardez pour dire le contraire. Toutes les publications scientifiques sont en faveur de l'hydroxychloroquine. Les grandes études soi-disant qui étaient contre, c'était l'étude du Lancet, l'étude du New England qui ont été rétractées, qui étaient des études frauduleuses. D'autres études qui n'ont pas été rétractées, mais auraient pu l'être, qui étaient faites dans des conditions méthodologiques détestables. On vient de refaire avec quelques collègues scientifiques de haut niveau une méta-analyse de tout ce qui a été publié. Ça va vraiment en faveur de l'effet bénéfique de l'association hydroxychloroquine-azithromycine. Il n'y a aucun doute. Comment vous expliquez d'ailleurs, il y a eu encore une nouvelle polémique sur cette question, puisque aux dernières nouvelles, l'hydroxychloroquine ne serait même plus possible d'être administrée à Marseille. Non, mais là c'est faux, parce que... Bruno Muselier, en tout cas, s'en est ému avec une lettre particulièrement acerbe à l'attention d'Olivier Véran. Attends, moi je connais bien la loi. J'ai approuvé... Ils sont dans l'illégalité Non, pas du tout. J'ai approuvé à 90% la loi Bertrand. Il y a eu un petit dérapage dans la loi Bertrand qui a dit que... c'est l'histoire des prescriptions qui sont hors autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire que quand un laboratoire pharmaceutique demande qu'un médicament soit enregistré, il fait ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché, en abrégé l'AMM. L'AMM, on voit qu'aujourd'hui, dans la médecine courante, à l'hôpital, partout, beaucoup de prescriptions de médicaments sont hors AMM. En réanimation pédiatrique, 80% des prescriptions sont hors AMM. Nous, à l'hôpital, on l'a publié. À Garches, où on a un centre de référence pour le traitement des infections osseuses complexes, 100% des prescriptions sont hors AMM. Pourtant, on sauve des vies tous les jours. Théoriquement, si on suivait la loi Bertrand... Hors AMM, redites-nous ce que ça veut bien dire. L'autorisation de mise sur le marché. Quand un laboratoire va, par exemple, déposer un enregistrement pour un antibiotique, il va le faire dans l'angine, dans l'infection respiratoire, l'infection de la peau, mais il ne va pas... Parce que faire une étude clinique, ça coûte des millions d'euros. Il ne va pas faire une étude clinique pour toutes les situations, l'infection osseuse, l'infection du doigt de pied, l'infection de je ne sais pas quoi. Donc, une fois que l'antibiotique est enregistré, il est utilisé par tous les médecins dans d'autres situations. C'est hors autorisation de mise sur le marché, mais c'est de la pratique courante. C'est tous les jours. On a démontré que 100% des prescriptions qu'on fait dans un hôpital de référence pour le traitement d'infections osseuses, pour les antibiotiques, c'est hors autorisation de mise sur le marché. Et on veut nous faire croire que ces prescriptions hors AMM sont illégales. C'est totalement faux. Tout médecin, même généraliste, a le droit de prescrire. Pardon, vous ne répondez pas à ma question. Ok, mais est-ce que ça sous-entend pas forcément que l'hydroxychloroquine, et non pas la chloroquine, est efficace? Bien sûr qu'elle est efficace. Toutes les études le montrent. Mais quelles sont ces études? Il y a l'étude de Raoult, il y a des études randomisées en Chine, au Bangladesh, il y a des études aux États-Unis, dans plein de pays. On est en train de refaire une méta-analyse, l'analyse de toutes les études faites. Parce qu'il y avait une méta-analyse là, récemment avec des Suisses et puis un peu un franco-suisse qui a dit que ça ne marchait pas. On a repris tout ce qu'ils ont montré. Ils ont sélectionné quelques études. Et là maintenant, on l'a soumis pour publication hier à un journal international. Ça démontre formellement que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine marchent. Et la rédactrice... Vous avez des chiffres précis là-dessus? Ça va être publié. Quand ce sera publié, je pourrai vous les donner. Maintenant, ce sera publié quand? Je ne sais pas. Vous savez, quand vous soumettez, il y a beaucoup de censure dans certains journaux qui vous refusent l'article. Il faut soumettre ailleurs. L'ancienne rédactrice en chef du New England Journal of Medicine, qui est le plus grand journal mondial en médecine,
au mois de juillet dernier, a dit tout ce complot international contre l'hydroxychloroquine est honteux et a manipulé beaucoup de grands journaux médicaux. Il faut bien voir qu'il y a un complot mondial contre l'hydroxychloroquine, parce que l'hydroxychloroquine, ça ne rapporte pas. Et voilà, c'est tout. Et moi, je suis scandalisé. Et je pense que tous les médecins généralistes que je connais, je leur rends hommage parce qu'ils sont en première ligne. Moi, j'ai appris, je ne savais pas ça, parce que j'ai eu... Enfin, vous leur rendez hommage, mais bon, vous en avez indigné pas mal, on va y venir. Non, mais moi, je leur rends hommage parce que, franchement, ils sont exceptionnels et qu'on leur a empêché de soigner comme il faut. Alors, troisième point, propos là aussi qui a suscité une énorme polémique. Garder un malade en réa, c'est vous avez dit, je cite votre propos, jackpot, et là aussi ce serait faux, c'est le contraire même, plus on garde longtemps le patient, moins on gagne d'argent, a dit le professeur Demoule, chef de service de médecine intensive et de réanimation à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors là aussi il n'y a pas eu que lui qui a réagi. Comment vous expliquez on m'a attaqué la même chose sur les médecins généralistes et sur l'hôpital. Moi, j'ai pas du tout attaqué les médecins. Moi, j'ai une grande admiration pour les généralistes, pour les urgentistes, les réanimateurs. Moi, j'ai fait de la réanimation pendant des années. Ils font un boulot fantastique et je les soutiens et ils continuent sous la pression actuelle où il y a beaucoup de malades à faire un boulot fantastique. Donc, vraiment, merci les réanimateurs. Ce que j'ai attaqué et ça a été déformé dans mes propos, c'est que les autorités, mais c'est pas dû à la Covid-19, hein, c'était déjà là il y a quelques années, ça date de la loi HPST, la loi de Roselyne Bachelot, Hôpital, Patient, Santé, Territoire, qui a fait finalement une logique de tarification à l'activité, une espèce de logique de... Les patients doivent rapporter sur un codage et moi je suis totalement horrifié par ça. Moi, je pense que les médecins généralistes ils touchent 25 € par consultation. Je trouve que c'est indécent. La France est un pays riche. Les médecins généralistes, on ne reconnaît pas ce qu'ils font. C'est déjà, dès maintenant, moi, si j'étais ministre de la Santé, j'augmenterais leur tarification pour leur consultation. Et 25 €, c'est ridicule. Même indépendamment de la Covid. Mais alors qu'on donne des petites primes parce que vous avez un malade Covid+, je trouve ça nul. Il faudrait... aussi bien en médecine libérale qu'à l'hôpital, les hôpitaux les réanimations, qui voient beaucoup de malades qui sont sous tension, qui sont en stress permanent. Enfin, vous avez été plus loin. On devrait leur augmenter leur budget de façon globale. Ça ne doit pas être à l'activité parce que vous avez un malade de plus que l'autre. Christian Perron est notre invité exceptionnel ce dimanche sur Sud Radio dans Les Incorrectibles pour réagir aux nombreuses réactions et aux polémiques qu'il a suscitées. C'était d'ailleurs sur Sud Radio il y a 10 jours. On en reparle. On revient dans un instant. À tout de suite. De retour dans Les Incorrectibles, nous sommes toujours en direct jusqu'à 14h sur Sud Radio, émission particulièrement sensible puisque nous recevons le professeur Christian Perron. Le professeur Christian Perron, écoutez, pour vous dire la vérité, je suis assez troublé parce que je vous ai interviewé et je vous apprécie, je vous trouve humainement absolument exceptionnel, mais c'est vrai que sur le plan scientifique, c'est vrai que quand je lis ces différents critiques de vos confrères et ce long article de l'AFP, moi-même je suis troublé, mais je ne suis pas scientifique ni médecin. Alors, donc, on continue concernant tous ces propos qu'on fait réagir. Donc, on en parlait juste avant, un médecin généraliste qui déclare un test Covid positif pour l'un de ses patients, il touche de l'argent. Alors là, donc, cette journaliste de l'AFP dit que c'est trompeur. Vous avez aussi fait réagir, alors de manière extrêmement virulente, là encore, ça m'a surpris, parce qu'on l'avait reçu sur ce plateau, dans cette émission, le docteur Marty, alors qui a, je le cite, fait un tweet dans lequel il dit ce qu'a dit le professeur Perron dans cette interview le 15 octobre dernier, donc chez mon ami André Berkoff, est profondément, je cite, abject, dégueulasse, méprisant et insultant à l'égard des médecins. C'est inadmissible. Donc vous redites bien ici, vous avez d'ailleurs publié une lettre ouverte, oui, dans laquelle m'a fait remarquer le docteur Marty, que j'ai eu au téléphone juste avant cette émission. Vous ne vous excusez pas quand même? Je n'ai pas à m'excuser parce que je suis droit dans mes bottes. Il aurait aimé des excuses, lui.
j'ai pas à m'excuser. J'ai un profond respect pour les médecins généralistes. Le docteur Marty aurait dû lire mon livre. Dans mon livre, je rends éloge aux médecins généralistes qui ont été aux premières lignes. Aujourd'hui, je suis scandalisé que le gouvernement ne mette pas les généralistes en première ligne. On en reparlera peut-être tout à l'heure sur le diagnostic et le traitement. J'ai un profond respect pour les médecins généralistes. Vous savez, ça fait 25 ans que je suis chef de service. J'ai fait beaucoup d'actions de formation avec eux. J'ai fait une formation encore récente, ils m'ont tous applaudi, ils m'ont dit bravo pour ce que vous faites. Je reçois des centaines de messages de médecins généralistes tous les jours qui me disent c'est dégueulasse qu'on vous attaque, on sait que vous êtes avec nous, on a bien compris votre message n'était pas contre nous. Peut-être que le docteur Marty n'a pas bien compris ce que j'ai dit, mais je n'ai pas à Comment m'excuser. expliquer? Parce qu'il est à la tête d'une fédération de médecins généralistes, ou à l'entendre, il me l'a confirmé, pas un seul médecin ne partage. C'est faux. Moi, tous les médecins généralistes de France, en grande majorité, me soutiennent. J'en ai des témoignages tous les jours. Je n'ai jamais attaqué les médecins généralistes. Au contraire, je les ai soutenus. J'ai dit pourquoi le gouvernement les abandonne. Vous savez, à l'époque, ils n'avaient pas de masque. Toujours, même récemment, je viens de voir une circulaire de la Direction générale de la santé qui dit aux généralistes, maintenant, vous achetez vous-même vos masques, on ne paye plus. On les abandonne sur le terrain, on les empêche. J'ai appris, j'étais estomaqué, là, il y a quelques jours, un généraliste m'appelle en disant on reçoit des emails de la Direction générale de la santé disant attention, ne prescrivez pas l'hydroxychloroquine, l'azithromycine. Alors je rappelle que ce traitement est prouvé dans la littérature scientifique internationale qu'il marche. Si vous le faites, c'est à vos risques et périls, c'est dangereux pour vous. C'est honteux. On empêche les généralistes d'être en première ligne, de soigner. Je les ai toujours défendus partout. Alors, notamment sur cette augmentation de tarifs. Non, mais juste mes propos sur les tarifs, c'était pas du tout une attaque contre les généralistes. Et s'ils se sont sentis offusqués, c'est qu'il y a eu un malentendu que vous reconnaissez. Je le reconnais, puis aussi pour les réanimateurs et les médecins hospitaliers. Ce que je mettais en cause, c'est la politique du chiffre qui était mise. Alors selon je veux finir la politique du chiffre, c'est-à-dire que maintenant toute la santé, on finance si vous faites du chiffre. Et ça, c'est honteux. Je pense que les généralistes à 25 € la consultation, c'est honteux. On devrait augmenter leur tarif de consultation. Déjà, indépendamment du Covid, il devrait même avoir une prime contre le Covid. Mais c'est pas parce qu'un généraliste a 2 cas et l'autre en a 10 qu'il devrait être payé plus cher. Non, mais ce que cette journaliste de l'AFP laisse entendre quand elle dit que c'est trompeur, votre propos, c'est que cette revalorisation, elle ne vient pas simplement rémunérer la prescription, la validation informatique d'un test positif, mais au-delà, une consultation plus longue et jugée plus complexe. Oui, c'est ça. Mais bien sûr, mais je pense que les généralistes sont sous-payés, devraient être plus payés et avoir une surprime pour l'épidémie. Mais ça ne va pas être... Ce qui est pervers là-dedans, mais ça, c'est bien avant le Covid. Moi, j'ai dénoncé ça déjà il y a plusieurs années sur d'autres maladies. On fait une politique du chiffre, comme avait fait Sarkozy au ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que si vous déclarez beaucoup de cas, vous avez plus d'argent. Mais ça, c'est pas normal. La santé doit pas reposer sur une politique du chiffre. La santé, c'est un médecin qui doit s'occuper de ses patients. J'estime que les médecins généralistes sont largement sous-payés en France. C'est un scandale monstrueux. Et ils devraient tous être plus payés et faire leur prendre en charge de façon sereine. En tout cas, professeur Perronne, ces propos que vous avez tenus, l'affaire ne semble malheureusement, j'ai envie de dire, pour vous pas terminée, puisque interrogé par l'AFP sur ces propos, sur les médecins et les services de réanimation, le ministère de la Santé a jugé ces propos, je cite, regrettables. Alors je cite également, dans ce contexte difficile, les affirmations du professeur Perronne qui ne reposent sur aucun élément tangible sont regrettables. Regrettables car elles traduisent la remise en cause par un médecin de la déontologie et de l'éthique des équipes médicales et soignantes. Regrettable car elles jettent le discrédit sur les professionnels fortement mobilisés pour assurer les meilleurs soins dans le seul intérêt des patients. Voilà ce qu'a écrit le ministère. Également saisi, le Conseil national de l'ordre des médecins examinera votre cas lors de sa prochaine séance plénière du Conseil national. Ça aura lieu en fin d'année. Voilà ce qu'a indiqué l'instance. Je suis très serein parce que j'ai jamais attaqué les médecins. Je les ai toujours soutenus. Si vous regardez dans mon livre, dans tous les propos que j'ai dans les médias, j'ai rendu hommage aux médecins généralistes qui sont en première ligne et que le gouvernement ne valorise pas et empêche d'agir. C'est la première fois dans l'histoire de la médecine qu'un gouvernement empêche les généralistes de donner le seul traitement qui marche
d'après les études internationales. Mais là, l'ordre des médecins, vous pensez qu'il est sous la coupe de politique? Non, l'ordre des médecins est indépendant. D'ailleurs, j'ai été auditionné par l'ordre des médecins parce que, souvenez-vous, quand j'ai publié mon livre, les gens n'avaient même pas lu mon livre parce qu'il était en rupture de stock, parce qu'il y avait, il avait eu beaucoup de succès. Je suis désolé pour ceux... Mais... on a dit, Perron a dit que des millions, hein, je me souviens, des millions de médecins. Perron accuse des millions de médecins dans le monde d'être des criminels. Est-ce que dans mon livre, est-ce que dans mes propos dans les médias, j'ai dit ça? Jamais. Non, mais... C'est un professeur de médecine que je ne citerai pas parce que franchement, de temps en temps, il dérape beaucoup. Ah bah pourquoi là? Vous devriez. Qui a dit ça dans les médias. Vous devriez le dénoncer. Non, je ne veux pas le dénoncer, je suis au-dessus de ça. Et c'était relié par plein de médias en disant Perron dit que les médecins sont des criminels. Moi j'ai rencontré le conseil de l'ordre des médecins. Ils avaient lu mon livre, ils avaient lu les vidéos de ce que j'avais dit sur les médias. Et effectivement, ils ont vu qu'il y avait dans mes propos zéro diffamation. Quand vous affirmez qu'on a tenté de vous discréditer, vous allez porter plainte ? Je ne veux pas porter plainte parce que... pourquoi pas, pour établir votre honneur si vous considérez qu'il a été bafoué? Mais mon honneur, c'est ce que je pense. Tous ces gens qui veulent... Vous savez, plus vous êtes attaqué, plus ça veut dire que vous avez raison. C'est sûr que je dérange aujourd'hui parce que je sais que j'ai raison, j'ai toutes les preuves et ça embête beaucoup de monde. Mais moi, je suis très serein vis-à-vis du Conseil de l'Ordre, qui sont des gens respectables, qui regardent ce qui se passe. Si je dois rendre des comptes devant eux, j'irai. J'ai jamais diffamé aucun médecin. J'ai jamais été en irrégularité avec le code de déontologie médicale. Donc, je suis parfaitement serein. Et puis, vous exercez toujours, vous êtes toujours chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de Garches. Là-dessus, vous nous le confirmez? Oui, bien sûr, mais ceci dit, il y a eu beaucoup d'attaques contre mes jeunes. On essaie d'affaiblir mon service en ce moment, mais je résiste. Vous faites l'objet de pression, de menaces? Pas de menaces, tout ça c'est pas par écrit, c'est un peu par téléphone et tout ça, donc je vais pas dénoncer qui que ce soit. Mais c'est évident que moi je suis l'homme à abattre, mais j'en ai conscience. Je suis droit dans mes bottes. Tout ce que, quand même, vous savez, moi, je suis un médecin. J'ai plus de 40 ans d'expérience de la médecine et plus de 15 ans d'expérience de gestion de crise sanitaire avec des gouvernements. Peut-être que ce que je dis, c'est mon opinion personnelle qui n'engage que moi. Mais je sais comment il faut faire, je sais comment il faudrait faire pour gérer cette crise. Alors voilà, dites-nous, parce que finalement, on peut dire c'est bien beau de critiquer, mais qu'est-ce que vous feriez maintenant? Pour moi, je le dis depuis... Vous savez, je suis un des rares experts qui n'a jamais changé d'avis depuis des mois. Parce que j'en ai vu qui faisaient la girouette, qui changeait d'avis toutes les 3 minutes. Quand vous avez une épidémie comme ça, toutes les mesures doivent être ciblées. C'est-à-dire que ce n'est pas de confiner tous les jeunes qui vont en boîte de nuit qui va changer quoi que ce soit l'épidémie. C'est de protéger les gens qui... À risque, c'est ça? On a des données très précises. Qui est victime de la Covid-19 aujourd'hui? C'est les personnes très âgées et c'est les personnes qui ont des gros facteurs de risque. Et on le voit aujourd'hui, parce que dans mon service, je le vois, c'est par exemple des grands obèses, mais ce n'est pas la personne qui a un peu de surpoids, qui a 90 donc kilos. Donc vous pensez qu'il faudrait, donc si j'essaye de résumer... Il faut cibler les mesures pour protéger les personnes qui vont mourir, parce que même s'il y a 100 morts, 200 morts en une fois, presque 300 morts une fois en France, par rapport à presque 70 millions de Français, c'est pas beaucoup. Je dis pas ça, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche pour les morts, que je respecte profondément, et leurs familles. Mais on a le même taux de morts avec certaines années avec la grippe. Il faut cibler les mesures. C'est-à-dire qu'on peut pas... Donc concrètement, c'est quoi? Vous voudriez confiner uniquement les populations à risque? Voilà. C'est ça que vous voudriez faire? Quand on pense qu'on donne des milliards, on est en train de vider les caisses de la Sécu pour faire des tests PCR en population générale qui servent à rien pour des jeunes qui sont en bonne santé, même s'ils font la Covid, ils feront une forme bénigne. C'est de mettre le paquet sur les maisons de retraite, ce qu'on appelle les EHPAD, sur les personnes à risque, et qu'ils puissent bénéficier en priorité par rapport dans les laboratoires pour avoir le résultat des tests PCR en urgence dans la journée. Parce que moi, il y a des gériatres qui sont venus me voir dans les EHPAD. Ils me disent comment on peut faire.
on demande parce que vous savez, des personnes âgées qui toussent contre la fièvre, il y en a beaucoup. On demande un test. Bon, peut-être que ça s'améliore. Je sais que ça s'améliore un petit peu actuellement. Les résultats sont plus rapides. Il y a dans certaines régions, on les a dans la journée, mais il y a encore il y a pas si longtemps, il faut attendre 10 jours. C'est encore compliqué. Comment on peut gérer, moi je suis chef de service d'une EHPAD, comment je peux gérer la situation? Il y a quelqu'un qui tousse, qui a de la fièvre, il faut que j'attende plusieurs jours pour savoir s'il est malade, pour savoir si je vais l'isoler, à quel endroit, si je peux lui donner très précocement le seul traitement validé qui marche dans les publications scientifiques, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, et donner éventuellement de l'hydroxychloroquine à titre préventif au cas contact, ce qui se fait dans d'autres pays. Ils ne peuvent pas agir. Donc, s'il y a la surchauffe aujourd'hui dans les hôpitaux, et je rends hommage à tous les urgentistes, les réanimateurs, c'est parce qu'on ne gère pas le problème en amont. Si on mettait les médecins généralistes au premier plan, les gériatres des EHPAD au premier plan, ils pourraient tout de suite dépister, prescrire très tôt l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Il n'y aurait plus d'afflux sur les hôpitaux et il n'y aurait presque plus de malades en réanimation. Le professeur Christian Perron est notre invité dans Les Incorrectibles ce dimanche sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 14h. Restez avec nous. On revient dans un instant pour la dernière partie de l'émission. Ce sera l'occasion justement de parler de ces mesures gouvernementales. De retour dans Les Incorrectibles, toujours en direct sur Sud Radio et en Facebook live sur donc les réseaux sociaux aussi. Professeur Perron, donc on continue de parler évidemment de cette crise sanitaire et des mesures qui se sont durcies puisque évidemment on le sait tous depuis hier c'est presque 2/3 des Français qui sont sous couvre-feu, 46 millions avec 54 régions qui sont donc sous couvre-feu si je ne me trompe. Vous pensez qu'on en fait trop, professeur Perron? C'est évident parce que aucune étude scientifique n'a montré que le couvre-feu est efficace. Le virus, il ne sort pas à 21h, bientôt à 19h, parce qu'on va nous imposer un couvre-feu à 19h bientôt. Ça n'a pas de logique. Moi, j'étais en Hollande récemment, les gens circulent libres dans la rue sans masque, et quand on regarde les résultats de la Hollande, ils sont bien meilleurs que la France. En Suède, où il n'y a jamais eu de confinement, alors je reconnais que les Suédois étaient un peu imprudents au début parce qu'ils n'ont pas ciblé des mesures sur les gens à risque. Ils ont eu beaucoup de morts au début. Donc je ne cautionne pas tout ce qui a été fait en Suède. Et surtout, ils n'ont pas recommandé le traitement par l'hydroxychloroquine qui aurait pu sauver beaucoup de Suédois. Mais aujourd'hui, parce que toute la Suède a été contaminée sans aucune mesure d'isolement, aujourd'hui, alors que selon les tests soi-disant PCR diagnostiques, il y a une vague en Suède. Si vous regardez les chiffres, il y a entre 0 et 1 mort. Et je crois qu'une journée, il y a eu 2 morts en Suède par jour. Donc, ça montre que toutes ces mesures d'isolement... Enfin, pour la France, hier, c'était 138, on le rappelle. Ça a baissé parce que c'est même monté à presque 300 un jour. Mais... ça, c'est un phénomène. J'ai regardé, vous savez, il y a un site, on peut voir tous les pays d'Europe. Le pays qui était un peu plus en avance sur nous, sur le nombre de cas, avec ce petit rebond de l'épidémie qui correspond tout à fait à un comportement de virus saisonnier. C'est-à-dire que le virus a été très méchant pour certains pays en mars-avril. C'était la fameuse courbe en cloche, c'est assez. Après, il rentre un petit peu, je dirais, dans la norme. Et maintenant, on a une petite augmentation qui correspond à finalement une bouffée épidémique saisonnière de n'importe quel virus respiratoire. On a vu ça avec la grippe tous les ans. Là, on n'est pas du tout dans la bombe à retardement, là, comme on nous la laisse entendre. Donc, je le rappelle, couvre-feu donc depuis hier dans 54 départements par région au total. Emmanuel Macron a indiqué cette semaine ces mesures n'ont pas vocation à être réduites. Est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers des mesures encore plus strictes? Pour l'instant, ces mesures, elles vont rester en vigueur à minima jusqu'au 1er décembre. Et on parle déjà de possible avancement dans les coulisses du début du couvre-feu à 19h, voire de reconfinement local. Pourquoi une telle stratégie est mise en place selon vous? Il y a une déconnexion totale entre la réalité scientifique des faits. C'est même Santé publique France qui donne les chiffres, c'est pas moi qui les invente. Et les conséquences politiques, j'arrive pas à comprendre, parce que si on avait eu cette logique depuis 10 ans, on aurait mis la France sous couvre-feu tous les ans.
Là, on n'est pas du tout dans la situation. Tous les ans, on a connu des périodes dans l'année où il y avait des brancards qui étaient alignés sur des dizaines de mètres dans les couloirs des urgences parce qu'il y avait des épidémies de grippe et tout ça. Là, on n'a pas mis la France sous couvre-feu. Là, on est dans une situation qui est beaucoup plus maîtrisée. Certes, je reconnais tout à fait qu'il y a eu un petit rebond de l'épidémie ces derniers temps, mais qui n'est pas si dramatique que ça. D'ailleurs, on voit... Moi, j'ai regardé tous les chiffres hier, parce que dans toute la France, dans toutes les régions, les hospitalisations et les hospitalisations en médecine, en réanimation, sont en train de baisser. Sauf en Île-de-France, où c'est encore un peu à la hausse, mais ce n'est pas des chiffres catastrophiques. Enfin, quand même, 11 713 nouvelles hospitalisations sur les 7 derniers jours, hein, d'après Santé publique France. Moi, je vois qu'il y a... Donc 1772 en réanimation. 1772 malades en réanimation, tout à fait. Mais quand vous regardez en Île-de-France, c'est 63 nouveaux patients en réanimation. Et quand vous regardez en Auvergne-Rhône-Alpes, parce que j'ai les chiffres là, c'est moins 10 patients. En Bouches-du-Rhône, moins 12. Grand Est, moins 17. Hauts-de-France, les Hauts-de-France, c'est le seul pays, c'est la seule région où il y a une petite augmentation, c'est moins 37 hospitalisations, mais c'est plus 7 en réanimation. Donc à part les Hauts-de-France, et surtout l'Île-de-France qui est touchée actuellement, et je rends hommage à tous les urgentistes et les réanimateurs d'Île-de-France qui sont soumis à une pression actuellement, mais ils l'ont vécu avec d'autres maladies. C'est quand même pas, pour l'instant, après si dans 15 jours on me dit que c'est la catastrophe, je veux bien changer d'avis, mais c'est quand même pas quelque chose de... Vous pensez qu'on muselle la population, qu'on est dans une dangereuse, allez, si j'osais, dérive totalitaire, selon vous, à vous entendre? Moi je trouve qu'il y a une disproportion totale entre les chiffres, la réalité et les mesures. Vous savez, les philosophes grecs appelaient ça la démesure. En grec, c'était l'hubris. Et, là, on est tombé dans une démesure importante. Moi, je suis pour prendre des mesures quand vraiment... Est-ce que vous avez vu, il y a eu, je sais pas, beaucoup d'épidémies dans les années précédentes. Il y avait des centaines de morts l'hiver pour la grippe. On n'a jamais mis la France... Sous cloche. Moi, il y a une vidéo hier qui m'a terrorisé. J'ai vu des policiers casqués qui sont arrivés devant un café et devant un café à l'extérieur, brutalement, les gens étaient en plein air, de manière assez virile, un café tranquillement. Parce que les distanciations sociales n'étaient soi-disant pas respectées. Et franchement, ça me fait mal au ventre. Je me dis, mais... C'est en marge d'une manifestation anti-couvre-feu. Hein, je ne savais pas, mais peut-être, mais... On ne peut plus rien faire en France, on ne peut plus boire un café. Alors vous dites justement sur votre page Facebook, mais je vais aller abonder dans votre sens, en reprenant d'autres propos que vous tenez, l'instrumentalisation de la peur et la faillite de l'économie vont faire beaucoup plus de dégâts que l'épidémie. Vous relayez un article sur la façon dont la pandémie affecte également notre santé mentale, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de ça. Bien sûr. Et on assiste d'ailleurs, selon un rapport rendu public, c'était le 9 octobre dernier, un rapport donc rendu public par le groupement d'intérêt scientifique Epipha, d'une augmentation de la consommation de psychotropes, tandis que celle de presque tous les médicaments dont l'administration nécessite le recours à un professionnel de santé a baissé, ce qui laisse notamment craindre une hausse des cancers. Est-ce que vous avez des données à ce sujet? Alors, on n'a pas de données en France pour l'instant, mais il y a des données américaines. Il y a une publication récente aux États-Unis que depuis le début de la crise Covid, il y a eu un triplement des dépressions, beaucoup de suicides. Et moi, je sais par des médecins généralistes français, des psychiatres, qu'il y a une augmentation énorme des suicides. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, on est en train de détruire l'économie pour finalement des chiffres qui sont comparables avec des chiffres qu'on a connus avec la grippe autrefois, il y a ces dernières années, même de façon très récente. C'est dramatique. Et les jeunes, ils ont perdu leur boulot. On a tué la culture. On a tué... tout, l'économie, les restaurants, tout ce qui fait plaisir. Et voilà, et on est en train de détruire tout. Il va falloir apprendre à vivre avec ce virus jusqu'à l'été prochain, en tout cas. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron, et certains de dire même toute sa vie. Le vaccin, vous y croyez ? Il n'y a pas besoin d'un vaccin, puisque c'est un virus qui maintenant est devenu très bénin dans la population générale. Et les jeunes, à part quelques exceptions qui ont peut-être des problèmes médicaux favorisants, ne meurent plus du tout. Le taux de mortalité en population générale est extrêmement faible dans le monde entier.
Il y a des personnes très âgées, des personnes qui ont des facteurs de risque, les grands obèses, des gens qui ont de l'hypertension, d'autres facteurs de risque qui peuvent mourir. Il faut les protéger. Donc, les protéger, c'est les traiter tout de suite avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, qui est maintenant prouvé actif. Donc, moi, je ne comprends pas comment on peut proposer un vaccin alors que cette maladie, finalement, par rapport à d'autres virus qu'on a eu tous les ans, n'est pas plus mortelle et qu'on a un traitement qui marche. Donc, malheureusement, il y a des tels intérêts financiers quand on voit qu'il y a des milliards d'investis pour ces vaccins, qu'ils attendent des centaines de milliards de retours sur investissement, que quelques fabricants de vaccins se sont déjà partagés le marché de 7 milliards d'individus dans le monde. Vous visez qui là en particulier? Il y a des laboratoires. C'est les laboratoires, je ne vais pas les citer, on les connaît, hein, ils ne sont pas nombreux, ils sont partagés le marché. Là, je ne comprends plus. Parce que vous savez que dans le passé, les épidémies, ce qu'on appelait les pandémies, qui étaient dévastatrices, par exemple la variole, ça tuait 30% ou des gens. Là, on est à 0,0, je ne sais pas combien de pourcents en population générale de mortalité. Faut quand même raison garder. Moi je ne suis pas pour le déni de cette épidémie. Il a fait des morts malheureusement chez des gens à risque, c'est vrai, on peut les protéger. Mais pourquoi on instrumentalise la peur pour les intérêts économiques? Parce que ça paraît, maintenant ça saute aux yeux de tous les Français. Les Français, j'ai appris une expression qui m'a fait rire l'autre jour parce qu'on nous a dit qu'on était des moutons pigeons et maintenant il y a un nouveau mot qui circule, c'est les moujons. Mais ne soyons pas des moujons. Donc vous pensez pas que les Français, enfin vous pensez que les Français ils s'insurgent pas suffisamment? Ah moi je pense qu'il y a quand même une Est-ce qu'ils en ont les moyens d'ailleurs quand on voit le dispositif déployé d'ailleurs on peut pas. Il y a une partie mais qui est peut-être encore minoritaire qui a tout vu, qui comprend ce qui se passe. Malheureusement, beaucoup de Français écoutent la télévision tous les jours. Il faut regarder la télévision tous les jours, vous allez tous mourir, l'épidémie est en train de flamber. Moi, je dis aux Français... c'est anxiogène, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Si vous voulez sauvegarder votre santé mentale, éteignez la télévision, parce que ça devient grotesque. Bon, pour finir... malgré tout, vous êtes optimiste. L'état d'urgence, on l'a appris également, devrait durer jusqu'au 16 février. Alors Jean Castex nous a dit que le meilleur moyen d'aider les hôpitaux, c'était de ne pas tomber malade. Là. Le meilleur moyen d'aider les hôpitaux, c'est de traiter les malades en amont. Il faut remettre en avant le médecin généraliste. C'est lui qui est en première ligne. Et quand je vois que la Direction générale de la santé envoie des mails aux généralistes en disant ne traitez pas les malades, c'est quand même un peu scandaleux. Les généralistes, ils demandent que ça, de traiter par l'hydroxychloroquine, l'azithromycine. On leur dit non, vous n'avez pas le droit. Donc, c'est au-delà de tout principe, même scientifique. Il y a les données scientifiques qui montrent que ça marche. On interdit aux médecins de prescrire. Et après, on dit oh là là, les hôpitaux sont en tension. La tension dans les hôpitaux, grâce entre guillemets à toutes les lois de restriction des hôpitaux, on est en tension permanente dans les hôpitaux depuis plusieurs années. On nous enlève des moyens sans arrêt. Donc les hôpitaux sont à flux tendu. On n'a plus d'infirmières, on n'a plus de médecins dans beaucoup d'hôpitaux, de secteurs d'activité. Donc vous imaginez un système hospitalier qui est déjà en tension extrême, arrive une bouffée épidémique qu'il faut gérer, ça fait péter le système, ou ça menace de faire péter le système. Pour moi, si j'étais aux commandes, je dirais il faut privilégier l'action et le traitement pour que les gens n'arrivent pas à l'hôpital. Moi, dans mon hôpital, quand on a traité, c'était déjà pendant la grande vague de mars-avril, avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, du jour au lendemain, on a fait chuter les taux d'admission en réanimation. Donc, moi, je rends hommage à mes collègues réanimateurs qui font un boulot de dingue. Mais là, on est en train, dans certaines régions, c'est pas toutes les régions de France, hein, il y a l'Île-de-France surtout, et bien un petit peu les Hauts-de-France. Dernière minute. Et il faut traiter pour que les malades n'arrivent pas en réanimation.
Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, professeur Christian Perron, pour cette mise au point, d'être revenu. J'espère qu'on aura pu lever ces malentendus. En tout cas, on vous a, et c'est à saluer, entendu vivement. Donc, saluer le travail des généralistes. Merci beaucoup donc d'être revenu. Donc, sur Sud Radio, merci à Maxime Sénat à la réalisation, à Lara Lopez au digital. Toutes nos émissions sont disponibles, je le rappelle, en replay vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio depuis la playlist Les Incorrectibles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Ce sera dimanche prochain à 13h et avec un autre invité incorrectible, je pense. Ce sera Jean Lassalle qui vient de signer un livre qui s'appelle Résistons. Très bonne semaine à tous à l'écoute de Sud Radio. Merci Christian.